Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Recherches Amérique latine. Collection dirigée par Denis Rolland et Joël Chassin. La collection Recherches Amérique latine publie des travaux de recherche de toutes disciplines scientifiques sur cet espace qui s'étend du Mexique et des Caraïbes à l'Argentine et au Chili. Dernière parution. Paula Cubillos Celis, Enfance et néolibéralisme au Chili. Chronique d'une dépossession 2019. Fausta Gantus et Alicia Salmerón, Violence électorale au Mexique, 1812 à 1912. Quand les armes parlent, les imprimés luttent et l'exclusion frappe 2019. Edison Ferreira de Maquedo, du Brésil colonial à nos jours. Une histoire d'enfance volée 2019. José Maria Tavares de Andrade, Pratique de la magie dans le Brésil contemporain. À l'écoute d'Uzé de Regina Rezador et Guérisseur, 2018. Éric Roulet, Conquistadores, Négrier et Inquisiteur. Trois figures majeures du monde colonial américain, 16e-17e siècle, 2018. Jean-Pierre Tardieu, Esclave et affranchi dans la vice-royauté du Pérou. L'impossible vie affective et sexuelle, 16e-18e s, 2017. Denis Roberge, Signification et fonction des jeux dans le Pérou préhispanique et colonial, 2017. Marianne Boschergontier, Mathieu Vicens, Paroles d'exil. 13 auteurs latino-américains témoignent, 2017. Daniel Emilio Roras, Amérique latine globale. Histoire connectée, globale et internationale, 2017. Céline Geffroy, Jeux de mort. Ivresse et rites funéraires dans les Andes boliviennes, 2017. Daniel Cavaleri, Tradition textile maya du Yucatan, Mexique 21e siècle. Usage rituel et code symbolique, 2017. Charlotte Pujol, Émilie Doré, Félicie Drouillot, Susanna. Villafuerte, Les Amériques créatives. Regard croisé sur les discours et les pratiques, 2017. Maria Luisa Tucci Carneiro, Le Brésil face à l'Holocauste et aux réfugiés juifs, 1933 à 1948, 2016. Charles Lancha, L'Argentine des Kirchner, 2003 à 2015. Une décennie gagnée, 2016. Dédicace. À Virgile, Lou Andrea et Elisabeth. Citation. No elimosna lo que pedimos, solo justicia. Nous ne demandons pas la charité, seulement la justice. Slogan des Bracheros. Prologue. Por favor échenos una mano usted investigador que no tenemos nada, con los datos que damos con quien estuvimos y más que sufichet. Somos nosotros quien ganamos el dinero, no el gobierno y ahora el gobierno que tiene nuestro dinero. Exclus pendant longtemps des thématiques de la mémoire nationale, laissés pour compte par les pouvoirs publics, tenus dans l'oubli dans leur village d'origine et délaissés, parfois même, au sein de leur propre famille, lassés de leur présence et de leur silence, les vétérans travailleurs migratoires mexicains, plus connus sous le nom de Bracheros, ont engagé un bras de fer avec l'État mexicain depuis près de 20 ans. Ce livre raconte leur combat et leur vie, celle de gens âgés qui meurent à petit feu, 14 par jour. Par cette lutte pour la reconnaissance, les Bracheros entendent faire valoir leurs droits sociaux et tentent de récupérer un fonds d'épargne qu'ils ont constitué, lorsqu'ils s'en allèrent travailler aux États-Unis, entre 1942 et 1967. Au-delà du conflit financier lié à la gestion douteuse par les autorités mexicaines de ce fonds qui ne leur a toujours pas été versé ni reversé à leurs veuves, le conflit des Bracheros est un mouvement pour la reconnaissance, celle consistant à siéger de plein droit dans la société mexicaine d'aujourd'hui et de voir leur cause faire partie du répertoire moral de la mémoire nationale. Cette lutte sociale, comme d'autres avant elle, est un long processus dont l'issue est encore incertaine. Le temps joue contre les Bracheros qui sont pour la plupart vieux, malades, fatigués et lassés par la tournure politique et bureaucratique prise par le conflit. Néanmoins, un grand nombre d'entre eux a su transmettre la flamme de ce combat et de ses revendications à leur épouse ou à leur descendance. Le conflit Bracero prend le ton aujourd'hui, d'une affaire de transmission d'un esprit de lutte entre les générations et au bout du compte, il est devenu un point d'honneur familial. C'est pourquoi ce livre pose, grâce à l'étude et à l'analyse de ce conflit, une question de fond qui traverse nombre de recherches sur les migrations.
Comment sort-on d'une expérience migratoire? Par le haut et avec la tête droite ou par le bas, et écrasé par le poids d'une exploitation liée à la division internationale du travail? En ce sens, le programme Bracero constitue un élément de réponse à cette vaste question, car sa mise en place aux États-Unis et au Mexique et les effets qu'il a produits dans ces deux pays, depuis sa conclusion, forment un matériau de choix pour le sociologue, qui dispose alors du recul méthodologique nécessaire pour analyser et comprendre ce qui se tient derrière la lutte inédite de personnes qui font partie du troisième âge mexicain. Dans ce livre, La démigration, un néologisme baroque que je crée à dessein, s'entrevoit comme une issue à cette forme d'aliénation contemporaine que sont devenues les migrations internationales à travers la mise en mouvement massif du capital-travail. Dans cette critique du phénomène migratoire comme surgissement socio-économique allant de soi, esprit critique qui prend sa source chez plusieurs auteurs, Sennett 2009, Dewey 2003, Mead 2006, Marx 1867, mais dont les travaux d'Axel Honneth, 2013 et 2015 sur la reconnaissance et sur la mise en évidence de ce Q'. Il appelle les pathologies contemporaines, des évolutions manquées, constitue une sorte d'avant-garde théorique, se tient également l'un des intérêts de cet ouvrage. Ce livre est plus prosaïquement le résultat d'un regroupement de recherches et d'explorations que j'ai engagé depuis 2009 et que je poursuis à ce jour, sur le thème du conflit Bracero, au Mexique principalement et dans une moindre mesure aux États-Unis. Toutefois, il faut reconnaître que c'est un peu par hasard que je me suis intéressé au mouvement des Bracero. J'avais, au préalable, pu lire certains articles de la presse mexicaine consacrés à ce conflit, mais j'avoue que cette question n'avait pas réellement retenu mon attention. C'est donc au mois de mars 2009 et à l'occasion de l'inauguration d'une exposition dédiée au programme Bracero, au Colegio de Michoacán à Zamora, que je me suis subitement intéressé à ce conflit. Une table ronde avait été organisée à cette occasion. D'anciens Bracero y avaient été invités pour témoigner leur expérience de travail, ainsi que des représentants d'associations de Bracero venus exposer les doléances et les raisons de la lutte engagée contre les autorités pour faire reconnaître les droits sociaux de ces travailleurs migratoires. Lors de cet événement, j'ai été frappé à la fois par le grand âge des invités et par leur détermination. Leur énergie et leur combativité m'ont surpris. Par un des effets de la sérendipité, décrit par Robert King Merton, mon sujet de recherche allait bifurquer de l'étude des projets migratoires et de leur logique dans la petite ville de Jiquilpan vers une sociologie du mouvement des Bracero. La déclinaison dans ma recherche de cet effet de surprise dure depuis plus de 9 ans. Le hasard est à l'origine de cet itinéraire, Schaffhauser, 2017 am. En y réfléchissant bien, je me dois d'accepter également l'idée que cet ouvrage répond à une double ambition, celle d'être une contribution à l'analyse des formes d'aliénation contemporaines, comme les démocraties réelles, la consommation ostentatoire, le racisme et l'antiracisme ou les médias, dont les migrations internationales font partie, et celle d'être une façon d'échapper à la toute-puissante de leur emprise dans nos vies réelles, et non pas imaginer ou rêver. C'est pourquoi j'inscris le contenu de cet ouvrage et de son esprit dans la démarche du petit groupe de recherche formé récemment, en 2016, autour des axes vie publique, mobilité identitaire et aliénation contemporaine, au Centre d'études rurales du Colegio de Michoacán à Zamora. Les Bracero forment aujourd'hui une catégorie sociale qui désigne les travailleurs migratoires vétérans qui, en louant leur force de travail, prirent part aux accords Bracero entre le Mexique et les États-Unis entre 1942 et 1967. Officiellement, ces accords ont conduit à la mise en place d'un vaste programme de travail destiné à pallier d'abord l'absence de main-d'œuvre dans les champs et dans la construction de chemins de fer pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont visé par la suite à satisfaire la demande constante d'emplois agricoles formulée par les grands lobbies de la production agricole du sud-ouest des États-Unis. Ces accords sont en fait la somme d'une suite de reconductions d'accords avalisés par le Congrès de ce pays. Le terme Bracero est un néologisme qui, par métonymie, désigne les travailleurs agricoles mexicains presque exclusivement masculins, de cette période et dont les bras symbolisent la force et l'habileté pour le travail dans les champs. Ils furent la main-d'œuvre agricole de l'agro-industrie états-unienne. Le conflit Bracero met aux prises ces travailleurs, aujourd'hui à la retraite pour certains ou décédés pour une grande majorité mais dont les épouses ou les enfants ont décidé d'engager la lutte,
d'un côté et les autorités fédérales et locales mexicaines de l'autre. Comme il est dit plus haut, l'objet de ce conflit porte en premier lieu sur la non-restitution à ses bénéficiaires d'un fonds d'épargne constitué par l'apport obligatoire par des retenues sur salaire des braceros pendant le programme. Comme nous le verrons tout au long de ce livre, le déroulement de ce conflit, qui s'engage à partir de la fin des années 1990, a fait apparaître d'autres litiges, désaccords ou revendications qui ont alimenté la cause des braceros et leur mobilisation contre les gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État mexicain. L'un d'eux, central, tourne autour du thème de la dignité perdue des braceros. Cette question morale constitue un versant important de ce livre, car elle met l'accent sur le problème épineux de la reconnaissance du migrant dans les sociétés contemporaines. À ce titre, le Mexique n'est qu'un exemple parmi d'autres. Si je parle d'un regroupement de recherche au début de mon propos, c'est parce que mon intérêt sociologique pour la question du conflit des braceros a fini par recouper toute une série de préoccupations et de thèmes d'enquête. Historique, puisqu'il s'est agi de comprendre comment s'est opéré le passage de la conclusion du programme Bracero à l'émergence du conflit entre ex-braceros et autorités mexicaines, et donc de réfléchir à la nature même de ce programme. Socio-anthropologique, puisque c'est à l'aide du pragmatisme et de son expression la plus aboutie dans les sciences sociales, le paradigme interactionniste, que je tente de cerner les enjeux de ce conflit, notamment dans l'analyse de la construction des rapports entre braceros en lutte et autorités mexicaines. Démographique et statistique, car il existe une série de lacunes et de points aveugles sur un recensement correct du nombre de braceros qui ont fait partie du programme, et sur une évaluation, à sa juste mesure, du montant du fonds de pension que ces travailleurs migratoires ont constitué et dont le non-reversement est à l'origine du conflit. Finalement, mon intérêt pour la question des braceros et de leur conflit avec l'État mexicain est d'ordre critique, et épouse en partie la philosophie sociale d'Axel Honneth qui a fait de la lutte pour la reconnaissance un enjeu majeur pour saisir les mécanismes de construction et de reconstruction du lien social aujourd'hui. Les affirmations précédentes semblent lourdes de sens. Elles méritent que je fasse ici une digression utile pour évoquer les contours théoriques et philosophiques entre lesquels chemine ce projet d'écriture. Le lecteur avisé pourra toujours objecter que je n'évoque ici que des aspects d'un même problème, une sorte de tour du monde des problématiques qui enserrent le conflit social des braceros dans une limite positiviste. Les faces d'un même édifice. Néanmoins, si je prends le parti, et le risque d'adopter et d'affirmer cette forme de pluralisme, c'est parce qu'il y a matière à fonder dans ce cas de recherche comme sans doute dans nombre d'autres encore, l'idée selon laquelle il y a toujours plus de problématiques à construire que de réalités à problématiser, parce qu'il y a plusieurs manières d'observer le réel et parce que ce dernier ne tient pas tout entier dans une observation, fût-elle performante, exhaustive ou provenant du plus fin regard. Ce qui est laissé de côté et constitue le point aveugle d'une observation, est justement ce qui fait la condition de possibilité pour d'autres observations parallèles ou à venir. En outre, ce n'est pas parce que j'observe tel ou tel versant de la réalité que celle-là devient pour autant discontinue. La sensation de discontinuité est ce qui permet à une problématique de voir le jour, avec ses questions, son corps d'hypothèse, ses concepts et ses méthodes, mais elle n'est pas tant réelle que représentationnelle. Ce n'est pas parce que chaque problématique, insufflée par un quelconque élan disciplinaire et méthodologique, construit son propre objet d'étude que le réel devient tout à coup prisonnier d'un point de vue. Cette indépendance du réel est non seulement une constante, elle est toujours là et une variable, sous des formes et avec des effets divers, mais elle est surtout ce qui caractérise le réel en tant qu'unité épistémologique que les traditions positivistes, pourtant, tendent à saucissonner au gré de leurs intérêts disciplinaires. En d'autres termes, étudier sociologiquement le conflit des braceros aujourd'hui et étudier historiquement le programme Bracero entre 1942 et 1964, ou jusqu'à 1967, ce n'est pas avoir affaire à deux objets d'étude, sous-tendus par des problématiques situées l'une de l'autre à des années-lumière épistémologiques, mais c'est être confronté à des approches distinctes des apostrophes. Un même réel, le monde des braceros, dont les parties sont contiguës. Le réel n'est pas schizophrénique et les braceros pas davantage. L'obsession pour la méthode qui est le gage normatif de toute assise disciplinaire est une puissante illusion de faire du réel, traduit dans une réalité d'étude, quelque chose que l'on pourrait embrasser tout entier.
Le commentaire qui précède peut et doit surprendre, surtout parce qu'il est formulé aussitôt dans ce livre, mais il est de mise dans le cas des braceros car il existe au Mexique une distance, pour ne pas dire une scission, entre historiens, nombreux, d'un côté qui étudient le programme Bracero sans se préoccuper ou presque du sort des braceros aujourd'hui, et sociologues, une poignée de l'autre, qui centrent leur attention sur la lutte sociale que ces derniers ont engagée contre l'État mexicain pour faire valoir leurs droits, depuis la fin des années 90. Observer de près et dans le détail des faits, des archives comme recueillir des témoignages, assister à une assemblée ou accompagner une manifestation de protestation de braceros en province ou dans la capitale, à Mexico, sont des activités d'enquête qui ne doivent pas faire perdre de vue aux chercheurs, qu'ils soient sociologues ou historiens, qu'il faut aussi voir et regarder de loin et mettre en lien des faits et des événements qui entre eux et vus de près, semblent pourtant sans commune mesure. Il ne s'agit pas de réunir tous les points de vue, qui construisent les objets d'étude de la réalité dans l'Aleph de Jorge Luis Borges, ou de les faire tenir ensemble dans le point de vue de nulle part, de Thomas Nagel, mais d'insister, comme aurait dit William James, sur l'idée d'une connaissance ambulatoire qui relie entre eux tous ces points de vue et dont l'utilité peut s'avérer déterminante chaque fois que le chercheur, ici ou là, aura à cœur de démonter des certitudes ou de battre en brèche des idées reçues qui avaient construit un certain point de vue sur le monde. Ce n'est donc pas l'unité du point de vue qui guide cette recherche sur le conflit Bracero, mais le bon ton tributaire d'une pluralité de points de vue. Et ce n'est guère non plus la prétention à l'exhaustivité sur ceux-ci qui en assure le bien fondé, mais bien la pertinence empirique et conceptuelle de pouvoir créer entre eux des ponts pour tisser entre eux des liens théoriques. Autrement dit, la recherche en sciences sociales et de surcroît en sociologie est toujours, selon moi, l'organisation d'un certain nombre de connaissances qui disent la spécificité ici et là, de plusieurs points de vue informés sur le monde, autour d'un objet d'étude et de la question qui en décrit la teneur. Leur nombre est fonction de la pertinence de leur présence et de leur mobilisation, aux fins de la résolution d'un problème. Cette position, comme l'ensemble des commentaires précédents qui l'accompagnent, donne une couleur à la recherche sur le conflit des braceros et un ton à l'écriture de celle-ci, le pragmatisme, Schaffhauser 2016. Cette inspiration bigarrée configure une posture, une façon de procéder et de voir qui ne s'accommode guère des évidences sociologiques sur les migrations en général et sur celles qui concernent la société mexicaine. Cette posture critique remet en cause l'existence neutre d'un objet d'étude appelé migration, et caractérisé par des phénomènes et des processus polyphoniques et protéiformes en soi et allant de soi et dont les sciences sociales et la sociologie des migrations, ou d'autres variantes comme la sociologie de l'immigration, en particulier constitueraient naturellement la discipline spécifique et le champ spécialisé, Porte 2006. Il s'agit d'un ensemble de représentations sociologiques colorées par différentes traditions positivistes qu'il convient d'examiner et d'interroger, et en ce sens, il me semble que ce livre sur l'étude et l'analyse du conflit Bracero est une manière de contribuer à cette critique en dénaturalisant le contenu ontologique des migrations présent dans l'objet sociologique migratoire et en montrant de ce fait son caractère construit, c'est-à-dire historique et politique. C'est pourquoi, parler de migration aujourd'hui, c'est toujours avoir en tête qu'il y a à ce sujet deux niveaux principaux d'observation et d'analyse. Le premier est phénoménologique et concerne les expériences de vie individuelles et collectives prises au piège des processus de migration et qui suscitent à la fois des prises de conscience, engendrent de l'action sociale, ici ou là, et provoquent des formes d'aliénation qui se cristallisent dans l'idée d'identité migratoire. Le second, quant à lui, est structurel et S'. Il présente des versants démographiques, historiques ou sociologiques évidents. Il relève d'abord et surtout d'une économie politique propre au capitalisme d'hier et d'aujourd'hui, et qui consiste en une organisation internationale du travail et de son trafic, dans tous les sens du terme, de sa régulation comme de son exploitation. C'est la mise en mouvement international du travail et des classes paupérisées qu'il incarne, c'est la misère morale, culturelle et matérielle dans l'ailleurs comme fait et résultat des relations et des rapports entre pays riches et pauvres, et les processus de désorganisation qu'engendre ce vaste mouvement pour les sociétés dites d'accueil qui constituent ensemble le seul ordre du jour sociologique de la recherche, aujourd'hui comme hier, sur ce que l'on a pris l'habitude d'appeler, avec ou sans pincettes, les migrations internationales. Il y a là toute une thématique et les éléments d'une discussion polémique dont ce livre veut se faire l'écho,
et dont la recherche sur le conflit des Bracero sert ici à la fois de prolongement et de support acoustique. Sur ce deuxième niveau d'analyse, qui met au jour les mécanismes d'aliénation de la logique de production capitaliste, il existe toute une littérature pertinente de spécialistes des migrations. On peut retenir le travail d'Alain Maurice et son concept d'utilitarisme migratoire Maurice 2002, qui résume assez bien l'articulation existante entre travail, migration et exploitation, dans un mode de production capitaliste qui fait des migrants d'aujourd'hui les 3 Chinois d'autrefois appelés à remplacer un travailleur yankee et dont parle Marx dans le livre 1, section 7, chapitre 25 du Capital de 1867. Du précédent exposé surgit une autre question de fond et sur laquelle ce livre tentera également d'apporter sinon des réponses du moins des éclairages. Comment s'articulent entre eux ces deux niveaux d'analyse, c'est-à-dire la migration comme expérience de vie, individuelle et ou collective, et la migration comme processus historique que structure l'économie politique capitaliste? C'est depuis une approche phénoménologique de la migration que je tenterai de prendre en charge cette dernière question en faisant des idées d'expérience verrouillées et de choix fermés, le langage conceptuel pour comprendre cette articulation. Au niveau individuel et collectif, l'expérience migratoire n'est pas l'expression d'un choix rationnel, ni même le vœu émis par une liberté débridée dont jouirait une sorte de sujet migratoire individuel et collectif. La migration de travail, et comme le dit la tradition étymologique du mot, est toujours un acte forcé, à contre-cœur. Migrer est une obligation sociale vécue plus ou moins consciemment et moralement plus ou moins bien par celles et ceux qui y sont impliqués. C'est pourquoi la phénoménologie de la migration est à entendre ici comme une forclusion sociale, dans les vies migratoires, une limite dans les trajectoires migratoires, un frein dans les projets de vie et les insertions sur les marchés du travail, bref une forclusion sociale. Sous cet angle, les événements de travail du prolétaire migratoire expriment l'encadrement de son expérience et la restriction de ses choix. Cet encadrement et cette restriction correspondent au processus de structuration des conditions du ou des marchés de l'emploi, dans les sociétés de travail et de production. Dans ce livre, la migration n'est pas l'expression d'un libre arbitre, le déploiement d'un goût pour l'aventure ou la simple envie d'aller voir ailleurs. Elle est d'abord et avant tout un problème d'ordre social et économique, qui s'inscrit dans des logiques de production à grande échelle et dans une organisation internationale du travail, c'est-à-dire dans une mise en situation de disponibilité de la main-d'œuvre. Dans des sociétés comme le Mexique, l'exportation du travail est devenue une nouvelle source de richesse, transfert de devises, transfert de compétences et de savoir, ainsi qu'une solution politique au sous-emploi et au chômage. Avec l'idée de forclusion sociale, il s'agit de comprendre les migrations du travail d'un point de vue structurel comme étant la privation progressive d'une agence, une capacité à agir, sur un plan phénoménologique du sujet jeté sur les routes de l'exil. Il est difficile de penser les migrations aujourd'hui en dehors de toute forme de lutte des classes sociales. C'est autour de cette centralité qu'il faut entendre et construire l'étude des migrations internationales, et ce peu importe les approches et les méthodes. C'est pourquoi ce livre s'inscrit en faux, contre toute idée visant à faire des trajectoires migratoires l'expression d'une résilience fondée sur la formulation d'un projet de vie maîtrisé et planifié. Les limites que posent les processus de migration ne signifient pas pour autant que les sujets impliqués ne fassent pas preuve d'agence ou de créativité, mais celles-ci se trouvent pour ainsi dire encadrées et contraintes. Leur liberté, comme le conçoit Dewey, consiste à trouver alors des solutions intelligentes aux problèmes que posent les multiples situations migratoires qui jalonnent leurs expériences de travail ailleurs. Plus loin et en guise de conclusion, nous reviendrons sur ces idées, au moment de réfléchir aux effets socio-économiques et politiques du programme Bracero et de commencer à poser les jalons d'une critique des études migratoires. Cet ouvrage sur le conflit des Bracero n'est pas, comme je l'avais cru initialement, lorsque j'ai commencé non sans ingénuité ces recherches sur les Bracero, un livre destiné uniquement à un public avisé et constitué de lecteurs sociologues. Il s'agit d'une contribution visant à comprendre comment vivent les mouvements sociaux. Ils sont tous, ou presque, dotés d'un passé dont ils héritent et leur agitation traduit le mode d'action et d'interaction entre celles et ceux qui les poussent vers l'avant, et celles et ceux qui tentent de les bloquer, de ralentir ou de détourner leur cours. C'est pourquoi, il est difficile pour moi de savoir s'il faut qualifier stricto sensu ma démarche de sociologique,
car prise à part, toute seule et loin des autres, je ne sais pas ce que cela veut dire. C'est encore pourquoi ce livre est en quelque sorte pluridisciplinaire et qu'il allie plusieurs genres, celui de la recherche avec celui de l'essai, c'est-à-dire le monde ardu de l'observation et de son analyse avec celui difficile de la réflexion et de son esprit critique qui tente d'éviter le soliloque de l'isolement. Loin de moi cependant l'intention de lancer dans cet ouvrage un appel à l'inter ou à la transdisciplinarité, ou de faire les louanges d'un esprit postmoderne qui abolirait les frontières disciplinaires au nom de la libre science. Cet ouvrage n'est pas non plus un manifeste qui affiche un militantisme et une sympathie aveugle pour les bracero et leur cause. Il tente avec ses moyens et sans tomber dans la prétention de donner des leçons de bon sens, de montrer à ceux-ci ce que le feu de leur action tente à effacer ou à laisser de côté. Cet ouvrage s'attache par conséquent à mobiliser plusieurs niveaux et plusieurs approches pour tâcher de comprendre ce que le chercheur a sous les yeux ici et maintenant, ce qui veut bien dire par ailleurs qu'il y aurait alors des explications de près à donner et d'autres, plus éloignées, à fournir. C'est pourquoi je crois qu'il pourra intéresser plusieurs publics, universitaires et non universitaires. Ce livre sur le conflit des bracero se fonde sur un travail de terrain mené au Mexique entre 2009 et 2016 qui a consisté, d'une certaine façon, à faire un bout de chemin avec ces vétérans du travail international dans leur quête pour recouvrer leur dignité perdue. C'est au Michoacán que cette exploration s'est déroulée d'abord pour s'étendre ensuite à l'État de Zacatecas et à la ville de Mexico, où le conflit a pu se centraliser, c'est-à-dire se médiatiser en devenant l'un des thèmes principaux de l'agenda national et prendre ainsi une tournure plus politique. Le choix du Michoacán et du Zacatecas n'est pas fortuit, car il s'agit là de deux États dotés pour chacun d'une longue tradition en matière de migration internationale et qui, de ce fait, ont joué un rôle significatif non seulement dans le déroulement du programme Bracero en lui fournissant de nombreux bras, mais aussi dans la mise en route de la protestation sociale des bracero. C'est dans ces deux parties du Mexique que sont nées deux associations importantes des bracero. Bracero Proa au Michoacán et les ex-bracero en lucha, organisation dissidente de la première, dans le Zacatecas. Le travail d'observation et de recueil de données et d'informations a consisté principalement à observer des actions publiques de protestation, à assister à des réunions et à des assemblées de bracero, à réaliser des entretiens informels ou semi-directifs avec des leaders de ces organisations, des adhérents ou des sympathisants de celles-ci, ainsi qu'avec de simples bracero dans leur famille et parfois avec leurs veuves. Le travail de constitution d'un corpus s'est aussi centré sur la consultation de documents produits par ces associations et des archives et documents personnels conservés par les bracero eux-mêmes. En outre et pour préciser ce making-of de la recherche, mon implication dans cette observation m'a permis de faire partie, sur Facebook et par voie électronique, d'un réseau social formé par les représentants des associations et groupes de bracero et de bénéficier d'une information de première main à propos des activités conduites dans le cadre de ce mouvement et sur les comptes rendus à propos de celui-ci. Cet important matériau, dont le volume dépasse plusieurs milliers de pages, s'est constitué entre 2012 et 2016 et son exploitation patiente m'a permis de saisir de l'intérieur le discours des organisations de bracero, leurs intérêts, leurs arguments, leurs valeurs, leurs convergences comme leurs divergences. Cette confiance qui me fut accordée, j'ai tenté de la rendre réciproque en communiquant à ces organisations les informations que j'avais pu constituer autour de l'observation du mouvement, afin de leur offrir une connaissance objective et construite à partir d'une certaine distance sociologique. C'est en ce sens que je fus invité, sur proposition de l'association ex-bracero en lucha du Zacatecas, à présenter le point de vue sociologique à la commission d'enquête parlementaire sur le fonds d'épargne des travailleurs mexicains bracero, aux représentants des organisations de bracero et aux députés fédéraux invités pour l'occasion, le 29 mai 2012, dans l'enceinte du palais législatif de San Lázaro, à Mexico. Pour compléter cette présentation méthodologique et technique de la recherche, j'ajoute que j'ai pu compter sur le concours précieux de 3 jeunes assistants qui ont su faciliter le bon déroulement du travail de terrain, notamment pour la prise de contact avec les informateurs et la retranscription d'entretiens menés avec les bracero. C'est pourquoi j'adresse tous mes remerciements ici à Luz Arceflor, Jorge et Rodolfo Vera Garcia, alors tous 3 étudiants en licence de sciences sociales à l'Université de la Ciénega à Sahuayo, Michoacán. En outre,
Cette recherche s'est, chemin faisant, dotée d'un matériel cartographique qui permet aujourd'hui d'avoir une idée de l'importance du programme d'aide sociale mis en place par les autorités mexicaines pour venir en aide aux braceros et à leurs familles, souvent dans la détresse. Ces cartes se basent sur les listes de bénéficiaires de ce programme social établies par les autorités, entre 2005 et 2015. Cette information a une double vertu. 1. Elle permet d'apprécier numériquement comment l'aide s'est distribuée sur un plan géographique, au niveau national, local et même aux États-Unis, puisque certains braceros résident aux États-Unis ou sont frontaliers. Et 2. Elle permet par ailleurs de se faire une idée sur l'importance des régions d'origine des braceros au moment du programme Bracero, puisqu'une fois celui-ci achevé, la plupart d'entre eux sont retournés vivre dans leur région d'origine. Je reviendrai plus loin, et en particulier chapitre 2 sur ces informations officielles, sur leur construction institutionnelle, et je livrerai tout au long de l'ouvrage une interprétation sociologique sur le sens à donner à la lecture de ces chiffres. Comme je le laisse entendre plus haut, le problème sur lequel porte ce livre consiste aussi à savoir s'il existe une issue à la migration pour celles et ceux qui y ont été impliqués, au cours de leur vie, d'une façon ou d'une autre, au titre de travailleurs ou au titre d'épouses restées à attendre le retour de leur conjoint. Autrement dit, comment des existences peuvent échapper au phénomène migratoire et comment s'opère en eux une forme de démigration. En ce sens, peut-on dire que les braceros, ces journaliers agricoles mexicains qui ont contribué à leur manière à l'effort de guerre états-unien, sont-ils aujourd'hui des démigrants, justement parce qu'ils se mobilisent et font entendre leur voix et leurs doléances sur la place publique ? Ou bien leur expérience migratoire passée, doublée de sa représentation institutionnelle qui les marque au fer rouge de la morale capitaliste, fait-elle d'eux des sujets aliénés non pas comme migrants tout court, mais plutôt comme des travailleurs migratoires issus d'un marché du travail international, dont ils furent l'une des armées de réserve entre 1942 et 1967 ? Poser la question de la démigration, c'est faire face à ce dilemme et explorer les voies de la recherche qui conduisent à la formulation de cette tension. Poser cette question, c'est tenter une nouvelle fois de saisir le caractère aliénant des migrations internationales, et c'est poser l'action sociale comme une issue possible à celle-ci. Mais cette question, si elle est centrale aujourd'hui, me semble-t-il, pour qui s'intéresse avec sérieux à ces phénomènes de mobilité massive et au sort des personnes en chair et en os qui, malgré elles, y sont engagées, est aussi dérangeante, comme j'ai commencé à l'évoquer plus haut, car elle conduit inéluctablement la réflexion sur la piste de ce qu'il faut entendre par migration comme objet sociologique et revient à savoir au juste de quelle spécialité le migrantologue, terme affectueusement inventé au Mexique par le milieu académique, se fait-il le spécialiste ? Tout ceci, bien entendu, me concerne aussi car je suis à la fois juge et partie, puisqu'identifié au Mexique comme étant un spécialiste de ce domaine, grâce ou à cause de ma contribution à un groupe de recherche sur les migrations mexicaines aux États-Unis, au sein du Colegio de Michoacán. Pour répondre à cet enjeu majeur, cet ouvrage repose sur 2 parties. La première, constituée de 3 chapitres, s'attache à faire d'abord la généalogie du conflit Bracero, en remontant à ses origines avec la mise en route du programme Bracero et en examinant ses conséquences sociales et politiques directes et indirectes dont l'analyse permet de comprendre aujourd'hui les formes revêtues par cette lutte sociale. L'émergence et la constitution du conflit forment le deuxième moment de cette première partie. La chronologie des faits, les temps forts du conflit, les portraits des principaux leaders du mouvement, la présentation des organisations de braceros comme Bracero Proa, leurs manifestations et leurs mobilisations, les négociations engagées avec les autorités, ainsi que les tensions et les contradictions apparues tout au long de ce conflit social font la teneur et le contenu du second chapitre. Le dernier moment de cette première partie, quant à lui, s'attache à faire le point sur l'état actuel du conflit des braceros en insistant notamment sur sa judiciarisation devant l'impossibilité d'aboutir à un règlement à l'amiable de celui-ci, et en soulignant le rôle d'une organisation de braceros, la COBIEB, Coordination binationale des ex-braceros, dans cette nouvelle étape du conflit. Forte des données empiriques présentées dans la première partie, la seconde partie se veut plus théorique et analytique. Elle est, en ce sens, une contribution à l'étude des mouvements sociaux et une critique des pathologies capitalistes qui les engendrent.
L'une des thèses de ce livre entend soutenir l'idée que l'une des principales pathologies sociales du monde capitaliste d'aujourd'hui est constituée par les migrations internationales, lesquelles consistaient, au moment du programme Bracero, en une migration du travail et tendent à devenir aujourd'hui l'organisation d'une circulation chaotique des victimes des expulsions internationales, Sasson 2016. Cette situation entraîne la production d'une reconnaissance déformée dont sont affublées les personnes en situation migratoire baptisées « migrants ». Dans cette deuxième partie, grâce à une approche pragmatiste issue du paradigme interactionniste, les 2 premiers chapitres proposent une lecture de 2 aspects majeurs du conflit Bracero. Sa constitution comme problème public et sa gestation qui paradoxalement s'est faite à travers une période de silence et de mystification entre la fin du programme Bracero et le début des premières mobilisations à la fin des années 1990 du siècle dernier. En ce sens, le chapitre 4 de cette seconde partie reconstruit au moyen du paradigme interactionniste les étapes et les fonctions assumées par les représentants des organisations civiles de Bracero, qui ont porté le problème des Braceros sur le devant de la scène politique mexicaine et dans leurs interactions avec les pouvoirs publics. Leur rôle a pu, à certains endroits et en certaines circonstances, présenter des ambiguïtés et devenir la cible de la vindicte populaire des Braceros. Dans le 5e chapitre du livre, le second de la deuxième partie, il est question d'aborder la période de silence et d'apparente passivité qui a précédé l'émergence du mouvement des Braceros, par-delà ces conséquences psychologiques que l'on peut retrouver dans les témoignages notamment des épouses à propos du mutisme et de la réticence de leur conjoint pour conter son expérience migratoire, qui a converti les Braceros en victimes. J'analyse ce problème en m'appuyant pour une part sur l'approche agnotologique que propose et développe l'historien américain Robert Proctor. Dans le 6e chapitre, je reprends à mon compte le travail d'analyse des pathologies sociales d'Axel Honneth, 2013-2015, que j'étoffe grâce aux thèses que propose Richard Sennett, 2003, afin d'analyser les formes de respectabilité dont sont porteurs les Braceros dans l'exercice de leur travail comme journaliers agricoles et dans leurs interactions avec leurs milieux proches, famille et communes d'. Origine et lointain, vie sur les exploitations agricoles, qui ont forgé leur expérience sociale et semé les raisons de leur colère longtemps différée qui a fini par éclater au Mexique et aux États-Unis à la fin des années 1990. Cette respectabilité se fonde sur une expérience émotionnelle de la relation à l'autre. En ce sens, la philosophie sociale d'Axel Honneth est un précieux outil pour comprendre les formations et déformations du lien social aujourd'hui, car son approche concilie et réconcilie, à l'image du travail d'Habermas, plusieurs héritages, dont le pragmatisme et le marxisme, pour les mettre au service d'une nouvelle théorie critique. Ce chapitre et ce livre dans son ensemble sont une manière de prolonger ce travail critique en faisant du Mexique et du conflit Bracero le support sociologique de celui-ci. En dernier lieu, je me propose dans la conclusion qui prend la forme d'un essai, de rassembler la plupart des analyses et des réflexions déployées dans les 2 parties du livre dans le but de construire une critique de l'objet d'étude que constituent les migrations internationales. La thèse selon laquelle celles-ci sont devenues une des pathologies sociales majeures produites par le capitalisme, prend pour point de départ la problématique que propose Axel Honneth à propos de la lutte pour la reconnaissance, Honneth, 2015 sur 39-100, étant entendu que la mobilisation des Braceros, si elle repose bien sur un substrat économique et matériel, la récupération du versement d', une épargne qui leur était promis grâce au programme Bracero, est aussi le fait d'une protestation morale qui vise à habiliter ou réhabiliter la figure du Bracero dans l'imaginaire social mexicain et à obtenir la reconnaissance institutionnelle pour le service économique et social rendu à la nation. Cette thèse s'étoffe en prenant appui sur la théorie dite de la critique de la valeur, IE. Vers critique, qui correspond à une nouvelle lecture, plus ésotérique de l'œuvre de Marx et dont les principaux représentants aujourd'hui sont Robert Kurtz, Anselme Japp et Moïse Postone. Cette thèse se veut aussi un appel lancé à la communauté des spécialistes des migrations, afin qu'ils prennent conscience des pièges du langage dans lesquels la routine académique peut les enfermer lorsqu'ils cessent de voir les migrations internationales pour ce qu'elles sont, un problème d'économie politique. Il est toujours difficile de parler à la première personne, lorsqu'il est question d'évoquer les vertus ou les mérites de son propre livre, car après tout, modestie de circonstance oblige, il s'agit là d'une tâche qui revient à un tiers, commentateur ou lecteur. Néanmoins,
je crois pouvoir identifier 2 points sur lesquels ce livre bâtit son originalité et son intérêt. L'originalité de ce livre tient à parler des Braceros aujourd'hui, et à les sortir du souvenir de leur expérience migratoire sur laquelle se sont penchés de nombreux historiens états-uniens et mexicains, Calavita 2010, Cohen 2011, Craig 1971, Durand 2007, Alanis 2007a. C'est à travers le bras de fer engagé contre l'État que les Braceros ont commencé à recouvrer une présence et une actualité dans la société mexicaine. Leur lutte est peut-être le meilleur moyen pour occuper une nouvelle place en son sein. L'intérêt de cet ouvrage revient à engager la discussion sur le terrain d'une critique des études migratoires au Mexique, et ailleurs sans doute aussi, pour les sortir d'une certaine torpeur et d'une forme de routine académique et dont la fonction bureaucratique traditionnelle consiste à envisager tout naturellement celle-ci comme une des thématiques présentes dans les appels d'offres lancés par l'État, et à faire des migrations, au bout du compte, un problème social et économique, parmi tant d'autres, un problème que on finit par coucher naïvement sur la liste des pensums politiques, du développement national. Finalement, la rédaction en français de ce livre devrait contribuer à mieux faire connaître cette problématique en dehors de son contexte social et politique d'origine, ce qui est une manière d'encourager la reconnaissance du mouvement des Braceros et de le rapprocher d'autres formes de lutte sociale se déroulant sous d'autres latitudes. C'est là mon souhait principal. Première partie, naissance du problème Bracero, la migration et ses pathologies sociales. Manifestation des ex-Braceros à Morelia, Michoacán, le 7 février 2011. Source photo de l'auteur. Chapitre 1, brève histoire du programme Bracero. El afán por evadir de la realidad no es exclusivo de nuestro trabajador emigrante, esa inquietud se extiende a la mayoría de los mexicanos. Somos un pueblo andariego. Nuestros antepasados, unos los peregrinos de Aztlán y otros los exploradores del descubrimiento y de la conquista, no tuvieron punto de reposo y recorrían nuestra América en toda direcciones. Pedro de Alba Indurán, 2007a, 262. Contrairement à un certain naturalisme sociologique contemporain qui tendrait à faire des migrations internationales et de leur étude un objet de recherche à la fois évident, allant de soi et qui en vaut un autre, celles-ci peuvent être entendues aujourd'hui comme l'expression d'une pathologie sociale, Schaffhauser 2017 sur 231-232. Un virage raté par les sciences sociales. C'est de la prise en compte de cette pathologie que peut naître justement le renouvellement d'un intérêt sociologique pour l'étude et l'analyse des migrations internationales contemporaines. Par cette métaphore empruntée à la psychologie et à la psychanalyse, il faut entendre dans le capitalisme d'aujourd'hui et à la suite d'Axel Honneth dans ses livres La société du mépris 2015 et La lutte pour la reconnaissance 2013, une atteinte à la dignité humaine à travers ce que le sociologue allemand appelle une évolution manquée, Honneth 2015 page 40. Cette pathologie est dans le cas des migrations internationales, de plusieurs natures qui interagissent entre elles. Elle résulte d'une mystification sur ce que sont les migrations aujourd'hui, et consiste à prendre une chose pour une autre, soit la migration à grande échelle de travailleurs qui de fait, forment une vaste armée de réserve du prolétariat mise à la disposition du capital et aux prises avec une paupérisation grandissante entre ces différentes strates, et non pas une simple exportation internationale du travail qui de surcroît accompagne la mobilité du capital à grande échelle. Elle s'établit à partir d'une conception clivée de la personne en 2 identités sociales, sujet travailleur et ou migrant, lesquels, selon les besoins et les situations du moment, peuvent être combinés ou dissociés. La sociologie a tendance à les unir pour en faire les 2 faces observables d'une même personnalité, alors que les politiques publiques tendent à les distinguer, en pratiquant à leur endroit une forme de schizophrénie institutionnelle qui consiste à soutenir par l'exemple, l'idée que les migrants, lorsqu'ils sont illégaux, sont des sujets sans droit, alors que leurs conditions de travailleurs les dotent de droits souvent au même titre que n'importe quel autre travailleur autochtone, et lorsqu'ils sont des migrants légaux, de travailleurs ayant moins de droits. La loi, sa philosophie et son application à l'encontre des travailleurs immigrés, sert de curseur pour opérer le déplacement du dénigrement social d'un bout à l'autre de l'échelle morale.
Ces deux positions, celle du sociologue comme celle qu'expriment les pouvoirs publics, trahissent pourtant toutes deux une incongruence de taille. Le sociologue lambda qui étudie les migrations internationales, dans un effort empathique évident et louable, met cependant sur un pied d'égalité le fait d'être travailleur et celui d'être migrant. Les pouvoirs publics, quant à eux, font le plus souvent de la catégorie du migrant le masque rhétorique qui cache la catégorie du travailleur comme pour mieux nier ou minimiser ses droits. Dans cet ouvrage, nous partirons du principe que les migrants, auxquels plusieurs traditions sociologiques et anthropologiques ont consacré des milliers d'articles et de livres, sont en fait des travailleurs en situation migratoire, et même des travailleurs en situation de compétition par le recours à la mobilité internationale. S'il est clair que la formule est lourde et encombrante et n'encourage guère la fluidité du propos, elle a le mérite d'être un peu plus précise lorsqu'il s'agit de savoir de quoi il est question lorsque l'on parle de migrations internationales. La problématique de la reconnaissance du migrant, c'est-à-dire du travailleur en situation migratoire, TESM, pose la question de la reconnaissance des formes de l'altérité dans les sociétés contemporaines. L'analyse des effets de la mondialisation, qui convergent pour une large part vers la circulation débridée des biens, des personnes et des influences culturelles réciproques, acculturation par le haut et syncrétisme culturel par le bas, conduit à se poser avec acuité la question de l'autre et de son accueil dans les sociétés contemporaines. Étudier les migrations contemporaines sans relier leur forme et leur contenu à la problématique de la mondialisation, qui n'est autre que celle de l'expansion du capitalisme et de sa financiarisation, revient à se priver d'une mise en perspective sur les rapports de pouvoir et de domination qui sous-tendent aujourd'hui la mobilité des biens et des personnes. Dans ce sens, je crois utile pour les desseins de cet ouvrage d'établir une distinction, s'agissant de migration du travail, entre mondialisation formelle qui revient à n'envisager celle-ci que comme un simple flux désordonné de gens jetés par hasard ici et là, sur les routes de la misère d'un côté et mondialisation réelle, c'est-à-dire une mondialisation matérielle, qui fait des migrations contemporaines et de leur développement une arme de la suprématie du capitalisme financier du XXIe siècle, de l'autre. Enfin et surtout en lien avec le projet de ce livre et l'objet de ce premier chapitre, il apparaît judicieux pour l'analyse d'opérer une distinction analytique entre programme Bracero formel et programme Bracero réel. Cette distinction comprend en effet deux niveaux conceptuels. Le premier fait état du décalage existant entre un programme couché sur le papier, et qui découle directement de la signature des accords Bracero, et la mise en place et le déroulement effectif de celui-ci. Se tient dans la béance de cet écart la relation entre la loi ou la norme, d'un côté et son usage et sa compréhension, de l'autre. Le second constitue la couche analytique inférieure du précédent et renvoie à la dialectique du programme Bracero comme expérience vécue et comme expérience subie. Cette perspective pousse la réflexion à aller plus loin et à ne pas s'en tenir à la surface des choses comme peut l'être la distance séparant le dire du faire. Cette deuxième distinction introduit donc deux niveaux d'analyse emboîtés. Une dimension phénoménologique dans laquelle les biographies des Bracero se sont faites au fur et à mesure et selon un plan relationnel, et une dimension structurelle dans laquelle le Bracero apparaît comme un pion manipulé sur l'échiquier de la division internationale du travail. Les passerelles entre ces deux niveaux tiennent au thème de la mobilisation sociale, c'est-à-dire à la prise de conscience collective et en mouvement. C'est là tout le sens du conflit actuel des Bracero. Faire passer la dignité d'une vie vécue en travaillant comme ouvrier agricole au niveau structurel des migrations contemporaines qui massifient les destins individuels et rendent anonymes ceux qui y sont enfermés par les griffes économiques de leur déroulement. En lien avec la problématique exposée ci-dessus, il existe plusieurs prodromes situés dans l'histoire des migrations, qui donnent sens à l'origine du processus complexe et massif qui voit des hommes abandonner leur famille et leur village pour aller gagner leur vie ailleurs. Ces signes avant-coureurs sont multiples. Ainsi, le programme Bracero, à lui tout seul, est un bon exemple pour commencer à réfléchir à ces questions et à s'interroger, de façon critique, sur la combinaison de ces natures en vue d'une respectabilité de la figure du TESM. Mais tout d'abord, il faut commencer par exposer ce que ce programme fut, ses origines, sa mise en place, son déroulement, et mettre au jour les éléments historiques qui vont plus tard être à la source du conflit Bracero. Cet exposé supposera d'adopter un point de vue sociologique et historique qui nous permettra par ailleurs
de recueillir des faits liés au déroulement du programme Bracero, et qui touchent en particulier à l'importance démographique que ces accords de travail ont pu avoir pour le Mexique et pour les États-Unis, entre 1942 et 1967. Considérations sociologiques autour du programme Bracero. Ce premier chapitre commence par la restitution de 5 témoignages de Bracero qui décrivent les conditions d'embauche de cette main-d'œuvre au Mexique, et les mesures de contrôle et d'hygiène qu'elle subissait au moment de son arrivée aux États-Unis. Ces points de vue privilégiés sur ce que fut le programme Bracero vécu de l'intérieur, dans la peau de ses participants mexicains, constituent une entrée en matière pour commencer à prendre la mesure des implications du programme Bracero dans l'émergence du conflit qui éclatera au Mexique et aux États-Unis à la fin des années 90. Beaucoup furent embauchés à Empalme, Sonora, Mexique. On nous plus petits qu'eux traitait mal. À Calexico, États-Unis, ils nous enlevaient nos vêtements et nous aspergeaient d'une poudre pour les poux soi-disant, mais va-t-en savoir pourquoi faire au juste? Ils n'aimaient pas les Mexicains et depuis ils ne nous aiment toujours pas, mais on allait là-bas pour gagner un peu d'argent et aider la famille, c'est comme ça. Entretien avec Don Alfonso FC, Abadiano, Michoacán, 14 juin 2011. Nous étions des milliers et encore des milliers. Il y avait là beaucoup de gens que l'on n'embauchait pas, parce qu'ils étaient tombés malades ou arrivaient là malades. On ne pouvait les accepter sous aucun prétexte. Ils n'avaient pas de quoi repartir chez eux. Ils erraient dans les rues et cherchaient à manger. Il y a des gens qui ont fini par mourir de faim et de soif. Il n'y avait personne pour les aider. Don David Contrera, à propos du lieu de recrutement d'Empalme, Sonora, où les Bracero devaient parfois patienter plusieurs mois avant de décrocher un contrat aux États-Unis. Témoignage recueilli dans un article de BBC Mundo Ciudad de Mexico, par Alberto Narar, indice 2016. Nous autres, nous n'étions pas porteurs de maladies ou de champignons. Comme j'étais jeune et en bonne santé, j'ai vécu ce moment comme un manque de respect. Il y en avait certains qui ne voulaient pas se plier à cet examen médical, et ils préféraient s'en aller. De mon point de vue, je vois tout ceci comme une humiliation. Interview de Don Octavio Angulo González par Abel Astorga Moral, à Culiacán, Sinaloa, Mexique, le 27 septembre 2009. Confère. Illusión y peripecias, la etapa pre-Bracero en Sinaloa, page 219 in Letras Históricas Entramados CUSH, Universidad de Guadalajara, numéro 9, Otoño 2013 Invierno 2014. C'était ici, à Rio Vista qu'ils nous désinfectaient. Ceux qui nous désinfectaient portaient des masques et ils nous disaient seulement « Pliez-vous en deux et levez les bras ». Ils attendaient qu'on se baisse pour nous désinfecter le derrière, les aisselles et la tête avec un appareil qui expulsait de la fumée. À cette époque, étant donné qu'on avait besoin de venir travailler, il fallait donc supporter tout ça. Beaucoup disaient que l'on pouvait avoir des poux ou autre chose sur la tête, ou dans les autres parties du corps. Don Francisco Uviña, témoignage recueilli, le 6 octobre 2015 par le journal en ligne Sin Embargo, dans l'article « Los Bracero Mexicanos en EU una historia de penalidad ». Nous avons beaucoup souffert pour être allés au nord, aux États-Unis. Au petit matin quand nous arrivions à la frontière et malgré le froid vif, ils nous dénudaient. Ils nous traitaient pire que des chiens pouilleux. Ils nous inspectaient tout le corps, les yeux, les poumons, le ventre et nous demandaient de nous plier en deux pour voir si nous n'avions pas d'hémorroïdes. Ils nous tripotaient pour voir si nous n'avions pas une maladie contagieuse. Ils nous aspergeaient de la tête aux pieds d'une poudre blanche qui sentait la créoline. Témoignage de Don Pedro Valencia. Confère. Horacio Mercado Vargas y Marisol Palmerín Serna, In causa y consecuencias de la migración de mexicanos a los Estados Unidos de América, Mexico, Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, 2008, page 110. Ces 5 témoignages, recueillis parmi des centaines de milliers d'autres, donnent le ton de ce que furent les conditions d'embauche, souvent indignes, de la main-d'œuvre des Bracero entre 1942 et 1964. Le site d'Empalme, au Sonora, fut l'un des principaux lieux de ce recrutement au Mexique et le théâtre du drame humain que représente encore la migration du travail. Certains Bracero évoquent dans leurs témoignages des fosses communes et des tombes inconnues, dans lesquelles furent enterrés de nombreux candidats infortunés,
épuisés par la longue attente pour obtenir un hypothétique contrat et morts de faim, de soif et d'épuisement parce que las d'attendre. Les plus chanceux, nantis d'une offre de travail, étaient entassés dans des wagons à bestiaux et étaient conduits à Mexicali. De là, ils passaient la frontière et gagnaient Calexico, où ils subissaient l'humiliation de se dénuder pour subir un examen médical, digne d'un univers concentrationnaire, suivi d'une séance de désinfection, au cours de laquelle on les aspergeait de DDT. Cette atteinte à leur dignité provoquée par l'hygiénisme paranoïaque des autorités migratoires états-uniennes laissera beaucoup de séquelles dans la mémoire de nombreux braceros et constituera, ultérieurement, le principal moteur moral de leur lutte sociale pour retrouver leur dignité et effacer à jamais cet affront de leurs souvenirs. Je reviendrai au chapitre 6 sur la dimension émotionnelle et sur son importance dans le surgissement et le déroulement du conflit bracero, laquelle tourne autour de la question de la reconnaissance sociale pour les ex-braceros. Dans ces récits tragiques se tient une information d'importance qui n'est guère évoquée dans les débats d'aujourd'hui sur la question des braceros, à savoir le nombre de candidats à la bracereada, nom populaire du programme Bracero, au regard du nombre de contrats réellement signés. Dans quelle proportion démographique s'est construit ce programme d'embauche ? C'est là une piste de recherche qui reste encore largement à explorer pour l'historien et pour le sociologue. Aujourd'hui, la communauté des sociologues et des historiens est assez partagée quant à savoir quel bilan tirer et quels enseignements garder en mémoire du programme Bracero. Positif ou négatif, les avis divergent. Certains, comme Roré Durand 2007b, considèrent qu'en dépit de conditions certainement déplorables dans le détail des situations vécues et qu'une certaine approche historiciste permet de relativiser sans peine, le programme Bracero a globalement été source de bénéfices politiques et sociaux pour le Mexique, c'est-à-dire pour les gouvernants d'alors, pour les braceros et pour leurs familles. Cette appréciation tient aussi au fait que ce programme a fait suite, d'une certaine façon, au système d'embauche dit de Langanche, durant 1999, qui à partir de la fin du XIXe siècle, consistait à recruter la main-d'œuvre agricole mexicaine dans ses villages d'origine en avançant l'argent de son travail, situation qui provoquait son endettement et faisait d'elle une proie facile pour les abus en tout genre, augmentation de la dette en y incluant le transport, alimentation et les repas et allongement des tâches initiales à remplir, commis par les patrons fermiers ou les embancadors, intermédiaires. En outre, le système de Langanche faisait du travail migratoire une affaire de droit privé au centre de laquelle les maisons d'embauche tiraient les ficelles de cette exploitation. Avec la mise en place du programme et l'intervention directe des États mexicains et états-uniens et de leurs diplomaties respectives, c'est la mainmise de ces maisons sur le marché du travail migratoire qui a volé en éclats. Ce programme devait permettre pour le Mexique de nourrir les campagnes pauvres du pays, d'encourager le développement local par le recours à une agriculture vivrière et au commerce agricole régional, en faisant des braceros, revenus dans leur commune d'origine, des agents de la modernisation et du progrès en milieu rural, tout en faisant remplir à ce programme la fonction politique de soupape d'échappement pour éviter les crises sociales à l'origine de situations d'instabilité régionale. Ce qui est sûr, c'est que le programme Bracero est le premier du genre au niveau international à avoir organisé et régulé de façon massive le travail des saisonniers agricoles. D'autres, comme moi, considèrent que ce programme, ainsi que les formes qui l'ont précédé à la fin de la Première Guerre mondiale, à la Nice, 1999, inaugure une nouvelle étape dans les migrations du travail fondée sur la distinction avantageuse pour les économies réceptrices entre situations de travail régulières et irrégulières. Cette distinction a permis d'accroître la disponibilité de la main-d'œuvre agricole mexicaine, en créant en son sein une paupérisation avec des salaires tirés vers le bas, et au bout du compte, d'augmenter le volume et la taille de l'armée de réserve qu'est devenue aujourd'hui une partie grandissante du prolétariat rural mexicain pour l'économie états-unienne. Autre conséquence du programme, en tant que système d'embauche massif, c'est la prolétarisation des paysanneries mexicaines. Durant cette période, le petit paysan se transforme en ouvrier agricole et, bien malgré lui, participe à la division du travail agricole segmenté en tâches et en séquences de production comme le sont les périodes de récolte. Ce qu'a indirectement remis en cause le programme Bracero, c'est l'institution du travail agricole comme activité rurale unifiée, dotée de ses règles et de ses usages,
prévoyant un déploiement continu de tâches nécessitant différents types de savoir-faire et inscrites dans une forme de vie cohérente et bucoliquement qualifiée de vie à la campagne. Par leur taille, par leurs activités, par les conditions d'hébergement et de travail, les exploitations agricoles du programme ressemblaient de moins en moins à l'idée pittoresque que l'on pouvait se faire au Mexique d'une ferme, i.e. rancho en espagnol. Les exploitations agricoles aux États-Unis ressemblaient de plus en plus à des usines à ciel ouvert. Une autre conséquence majeure du programme pour la suite des migrations mexicaines aux États-Unis aura été l'envoi de devises depuis le lieu de travail vers le lieu d'origine du travailleur agricole expatrié. C'est ce que l'on appelle communément au Mexique les remesas. Aujourd'hui, ces transferts d'argent constituent l'un des principaux domaines de l'économie nationale et contribuent, autant que faire se peut, à l'équilibre dans la balance des paiements. Certains critiques s'accordent à dire qu'actuellement les remesas des migrants constituent le deuxième secteur de l'économie mexicaine, après le pétrole et avant le tourisme. Si sur le plan national cette affirmation est discutable, il n'en va pas de même au niveau local, puisque par exemple, l'économie des familles de l'État de Michoacán tire ses principales sources de revenus des transferts d'argent réalisés par les migrants. En volume, ces sommes équivalent ou dépassent, selon les années, le budget annuel de cet État du Mexique. Quoi qu'il en soit, ce phénomène monétaire émerge avec le programme Bracero. Selon une enquête par questionnaire réalisée en 1946 par le ministère du Travail mexicain, 96,6% des braceros interrogés alors affirmaient envoyer par la poste de l'argent à leur famille, soit en moyenne $230 par mois, durant 2007 à 212. Le programme Bracero constitue, en ce sens, une étape majeure dans la constitution des migrations mexicaines d'aujourd'hui à la fois comme une industrie en soi et comme un pan de l'économie financière, grâce auquel les banques tirent de nouveaux dividendes. En outre, la migration du travail aura été à l'origine de la production de plusieurs illusions comme celle de faire du recours à la mobilité du travail une sortie durable de la pauvreté, dans le milieu rural, alors même que la relation entre migration et travail a tendu plutôt à pérenniser la condition sociale de ceux qui s'y trouvaient pris au piège. Aujourd'hui, et aussi surprenant que cela puisse paraître, migrer est devenu une occupation faisant du sujet migrant un homme à tout faire, capable de travailler dans les champs pour les vendanges, de tondre la pelouse d'une maison de banlieue de la classe moyenne californienne, de faire la plonge dans un restaurant coréen de la région conurbée de Los Angeles, de s'employer dans une usine textile ou de travailler dans un atelier de mécanique. Aux États-Unis comme dans d'autres pays riches, la migration du travail de masse rime avec sous-emploi, mobilité intersectorielle, précarité et ne valorise pas celles et ceux qui s'y trouvent coincés. Cette séparation entre une bonne et une mauvaise immigration, entre une migration utile et une autre parasitaire est ce qui a pu créer les conditions politiques pour engager des actions spectaculaires de répression comme ce fut le cas aux États-Unis, avec l'opération Wetback entre 1950 et 1960, dont le point culminant au cours de l'été 1954 entraîna, de façon arbitraire et violente, la reconduite à la frontière de plus d'1 million de Mexicains en situation illégale et 1 an plus tard, provoqua la mort de 88 d'entre eux pour cause d'insolation dans le désert. Cette opération militaire, officiellement suscitée par le climat de paranoïa lié à la guerre froide avec l'Union soviétique, aura permis de réguler le marché du travail, d'en segmenter les secteurs et de créer ainsi des conditions d'exploitation et de paupérisation favorables à l'agro-industrie, comme ce sera encore le cas 32 ans plus tard avec l'entrée en vigueur de l'IRCA, Immigration Reform and Control Act, qui à son tour aura permis de remettre en ordre le marché du travail nord-américain de L', articulé avec celui peu ou pas qualifié de l'immigration agricole, et de recréer ainsi les conditions sociales d'une nouvelle paupérisation. En outre, la frontière juridique entre bons et mauvais travailleurs migrants a souvent été floue pour les travailleurs en situation migratoire. Tomber dans la clandestinité n'est pas l'expression d'un choix de vie délibéré. Certains braceros, au cours des enquêtes que j'ai menées au Mexique, m'ont précisé qu'une fois leur contrat terminé, ils cherchaient du travail en dehors du programme, soit sur place aux États-Unis, soit en repassant à nouveau la frontière s'ils n'avaient pas pu être à nouveau embauchés dans ce pays. Aux yeux de ces Mexicains, peu importaient leurs conditions de séjour car un travail restait toujours un travail.
Et c'est aussi pourquoi il était difficile à leurs yeux d'accepter de se voir contester l'honnêteté de leur démarche, leurs bonnes intentions et leur droit à travailler. On voit bien là déjà se dessiner en filigrane une question morale qui sépare le travail de la situation migratoire, et sur laquelle les sociologues, parfois, et les politiques souvent ne sont pas assez attentifs ou guère sensibles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.